Parfait. Donc, bonjour, mon nom est Charlotte Titley, je suis criminologue. Ma collègue m'a déjà présentée, mais je travaille à l'équipe Jeunes en difficulté, 13-17 ans, volet dépendance. Donc, mon équipe et moi, nous sommes une équipe multidisciplinaire, travailleur social, psychoéducatrice, criminologue. On travaille à même les écoles secondaires de la ville de Laval. Puis, on offre des services tant aux jeunes qu'à leurs familles. Donc, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de faire de vous des experts en toxicomanie en 30 minutes. Mon but est davantage de vous présenter les signes à observer là, en tant que parent chez un jeune qui aurait une première expérience au niveau de la consommation de drogue et d'alcool. Tout à l'heure, on a effleuré la cyberdépendance. Malheureusement, je l'ai pas mis à la présentation, là, vu le peu de temps que j'avais. Toutefois, si vous avez des questions, je vous invite à tout de même me les adresser là, à la période de questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Donc, pour ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, à quoi ça sert la consommation? Donc, pourquoi est-ce qu'à l'adolescence, on en parle de cette consommation-là d'alcool et de drogue? Qu'on regarde, c'est quoi les signes observables? Donc, tant sur le plan physique que sur le plan comportemental, comment est-ce que moi, je vais venir détecter que mon jeune a eu ces expériences-là? Quoi faire? Donc, une fois que mon jeune a consommé, comment est-ce que moi, je peux l'accueillir puis lui partager les craintes que j'ai là, face à cette consommation-là? Les ressources, puis on va assurément prendre les questions là, que tout ça aura créé chez vous. Donc, je ne vais pas me répéter, là, je sais qu'il y a eu des conférences en début de semaine là, sur le développement de l'enfant, mais je vais vous faire un petit résumé tout de même. Dans le fond, l'adolescence, c'est cette étape entre l'enfance et l'âge adulte où votre jeune essaie de se construire sur le plan identitaire. Donc, c'est sûr qu'il va venir faire différentes expériences. Donc, sur le plan vestimentaire, des fois, on va voir des nouvelles couleurs de cheveux. Donc, c'est sûr que la consommation rentre un peu dans ces expériences-là. Puis quand je parle de consommation, pour moi, c'est l'alcool, la drogue, mais aussi au niveau des écrans. Donc, cette consommation-là peut avoir plusieurs fonctions. Comme vous voyez sur la diapositive, j'en ai mis plusieurs avec une gradation en termes là, d'intensité. Donc, parfois, ça va être pour le plaisir. Il y a une fête, c'est la fête de son amie Mégane. Les parents sont à l'étage, mais il y a de l'alcool qui circule. Donc, pour le plaisir, on va faire cette expérience-là. Au niveau social, donc ça va souvent être dans un contexte avec des amis les premières fois où il va y avoir expérience. Donc, ça peut être aussi pour appartenir à un groupe. Là. Donc, mes amis consomment, on va prendre autre chose, le vapotage. Donc, par exemple, mes amis vapotent sur le terrain de l'école. Donc, moi aussi, je vapote là, étant donné que c'est quelque chose qui est populaire puis qui se passe auprès de mon groupe d'amis. Là, c'est sûr qu'on tombe après ça dans les fonctions un peu plus dommageables, donc dans le but de s'enivrer, de planer, donc vraiment pour, permettez-moi le terme, pour le buzz, donc pour l'effet que la substance va venir créer. Pour éviter fuir la réalité, donc des fois quand nos jeunes vont être confrontés à des situations assez difficiles, vécues pour eux comme étant difficile, des fois la consommation là, peut venir répondre à cette espèce de fuite, là, d'évitement de la situation et également venir gérer les émotions plus difficiles. Donc, comme vous voyez, tantôt je parlais de gradation, donc c'est sûr que pour moi, dans les derniers exemples cités, on est dans des stratégies d'adaptation un peu plus néfastes. Donc, c'est des moments qui sont difficiles. Nos ados, on va en vivre assurément, mais nos jeunes qui vont se tourner vers la consommation, ce qu'on va vouloir en tant que parents puis intervenants, c'est venir, puis je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est venir bonifier leur coffre à outils pour pas qu'il y ait seulement la consommation d'écran, alcool, drogue, à utiliser pour régler justement ces douleurs ou ces expériences-là négatives. Ah oui, je vous ai glissé une petite section sur les facteurs de protection.
Les facteurs de protection, en fait, en sciences sociales, c'est ce qui est décrit comme, c'est pas des liens de cause à effet. Donc, c'est pas parce que votre enfant a plusieurs de ces items-là que assurément il ne développera pas de dépendance. Par contre, plus on en met dans la vie de cet enfant-là, ben moins il y a de chances qu'il en développe. Donc, je trouve que c'est des bonnes choses à avoir en tête comme parent parce que c'est là où est-ce qu'on a des pouvoirs d'action là pour venir travailler au niveau de la prévention là, du développement d'une toxicomanie ou d'une dépendance. Donc, j'en ai mis quelques-uns, puis je vais essayer de les détailler là, pour que ça soit bien clair. Donc, l'encouragement du milieu familial, donc de croire en notre jeune, en ses capacités, parce que même s'il a eu une première expérience de consommation, ben ça ne le définit pas en tant qu'individu. Hein. Votre jeune reste créatif, énergique, un bon joueur X, Y, Z. Donc, de continuer de l'encourager dans tous ses projets, dans ses forces. Avoir des bons modèles à suivre. Donc, est-ce que votre ado a des idoles? Est-ce qu'il a quelqu'un dans la famille à qui il s'identifie, avec qui il a un bon lien? Ça va être un bon moment aussi pour vous, en tant que parent, de faire un petit peu une auto-observation, de regarder, ben, c'est quoi votre propre consommation d'écran, d'alcool, de drogue. Donc, c'est assurément, tout à l'heure, ma collègue en parlait, votre enfant va se tourner vers vous, mais également va vous observer là, en fonction de votre propre consommation. Donc, ça peut être un bon exercice à faire parce que assurément que ça va avoir un impact sur ses choix là, dans le futur. L'acquisition d'aptitudes de résolution de problèmes. Donc, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de fonction, on a vu que ça pouvait être quelque chose vers lequel le jeune va se tourner pour éviter, c'est quasiment pas l'air plugué, mais pour éviter les malaises ou les situations difficiles. Donc, de venir travailler sur les capacités de résolution de conflits. Donc, par exemple, Kevin a eu une chicane avec Megan, ben comment est-ce qu'il peut la régler, cette chicane-là? Qu'est-ce qu'il a en tête? Ah, ben, est-ce qu'il va lui envoyer un message dans leur groupe Facebook? Est-ce qu'il va aller s'excuser? Donc, c'est quoi les solutions à laquelle il pense, autre que, ah, ben, je vais aller gamer sur Fortnite toute la soirée pour ne plus y penser, tu sais? Ben, le conflit sera pas plus réglé, mon Kevin, là. Donc, tu sais, c'est d'essayer de venir bonifier, justement, les stratégies pour régler des conflits, puis passer par-dessus des moments un petit peu plus difficiles. Je passe en rafale, là. Donc s'il y en a un qui est plus difficile, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, puis je reviendrai là, assurément sur le sujet. Un but dans la vie, l'espoir en l'avenir. C'est sûr qu'on parle de jeunes de 6e année, donc des fois, la projection est peut-être un peu plus limitée, mais est-ce que votre jeune veut aller en concentration or? Est-ce que lui, plus tard, voudrait devenir un joueur de hockey? Donc, même si c'est pas toujours des projections 100% réalistes de tendre vers quelque chose, ben c'est un facteur de protection au niveau du développement d'une consommation. L'estime de soi et la confiance de soi. C'est des thèmes tellement actuels. Je pense que c'est des thèmes qui reviennent souvent. Puis en tant que parent, des fois, ben on peut être un peu confus sur comment justement venir bonifier ce thème-là, l'estime, la confiance en soi. Ben c'est simple, c'est en renforçant les bons coups de nos jeunes. C'est en leur faisant verbaliser aussi des bons moments qu'ils ont vécu dans leur journée, des choses dont ils sont fiers. Puis là, je dis ça comme si c'était super simple, mais il y a plein de documents aussi disponibles sur les internets là, qui peuvent venir vous soutenir comme parents dans le développement de l'estime de vos cocos-cocottes. L'encadrement parental. Donc, il y a eu une présentation exprès pour ce sujet-là, mais assurément que d'être présent et de mettre des limites, on le dira pas trop fort parce que souvent les ados, même un peu moins quand je parle de ça, mais ça leur fait du bien, hein, de savoir dans quoi est-ce qu'ils peuvent venir jouer, puis de savoir qu'il y a une limite tout de même, c'est un beau facteur de protection pour eux. C'est un art, toutefois. Donc, ne pas hésiter à consulter, à se référer si, pour nous, ça devient un petit peu plus difficile, des fois, là, de savoir justement elle est où, cette limite-là. Mon préféré. Des liens étroits et la qualité de la communication de parents et adolescents. Le rôle d'un ado, là, c'est de venir tester ce lien-là, puis d'essayer de vous mettre le plus possible de côté pour s'émanciper comme personne. Puis nous, notre rôle comme adulte, là, c'est de nourrir cette relation-là, puis de la garder pour que justement, quand il vit un moment difficile ou des doutes,
ils se tournent vers nous pour pouvoir l'adresser. Puis la consommation, ben c'est comme n'importe quelle autre difficulté. Hein. Peut-être qu'au début, c'était pour le plaisir dans un party, mais quand il va sentir qu'il est en déséquilibre, si cette communication-là, elle est encore vivante, ben ça va être plus facile de vous en parler que si malheureusement on est en rupture. Donc, moi, je vous invite là à vraiment garder ça vivant avec vos jeunes, c'est que ce soit par la période de souper, un groupe d'échange texto, des moments en famille, bref, ce qui convient à votre mode familial, là, mais vraiment de garder cette relation-là, même si des fois, on va pas se le cacher, là, sont bons à maudit pour venir nous mettre de côté. Là. Favoriser le développement d'habiletés de résolution de problèmes et de stratégies pour faire face aux difficultés, ben ça revient un peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je m'excuse, je l'ai mis en double dans le PowerPoint, là, mais c'est ça, c'est de venir renforcer toutes les autres stratégies d'adaptation qui ne sont pas de l'ordre de la consommation d'écran, d'alcool ou de drogue. Je vous ai mis des indices quant à la consommation d'alcool et de drogue, des indices qui sont physiques. Donc, comment est-ce que moi, quand mon jeune revient de l'école, je peux voir physiquement qu'il a consommé? Sur ma diapo, je vous avoue, je me suis concentrée sur les effets du cannabis parce que pour moi, l'alcool, c'est quelque chose que peut-être on connaît un peu plus. Donc, brièvement, un jeune qui est en état d'ébriété, ben c'est un peu comme un adulte, sauf qu'il a encore moins d'inhibition. Donc, il va être très mou, va avoir de la difficulté au niveau de son équilibre, peut sentir des fois un peu le fond de robine. Il va avoir à l'extrême, c'est peut-être des vomissements parce qu'il a pris une trop grande quantité. Ils ont de la misère avec leurs limites au début dans cette phase d'exploration-là. Puis on peut même le voir jusqu'au lendemain avec le lendemain de veille, le hangover, donc des maux de tête. Donc, ça, c'est au niveau de l'alcool. Au niveau de la drogue, ben là, on va pouvoir voir une rougeur au niveau des yeux si c'est du cannabis. Il y a certains jeunes qui sont vite puis qui mettent du Clay Rise. Fait qu'on en a d'autres aussi pour pouvoir les identifier. Donc, une difficulté au niveau de l'élocution, au niveau de du parler. Une bouche pâteuse, pas trop de salive, des petits bords blancs, puis tout d'un coup, il fait pas mal moins de sens, votre coco, qui est assez rapide d'esprit, là, normalement. On peut voir un ralentissement, là, donc il va être un peu plus slow, va être un peu mou. Ils sont déjà mous à l'adolescence, mais c'est comme une coche au-dessus, là, tout d'un coup. La confusion. Vous posez une question, la réponse reçue, ça n'a pas tant de sens tout d'un coup, là. Donc ça va être des signes que, oh, il y a quelque chose. Puis souvent, moi j'appelle ça votre petite lumière interne, là, il y a une raison pourquoi elle s'allume, puis ben, il faut se faire confiance. Vous vous êtes rendu jusqu'à aujourd'hui avec un enfant en santé, ben c'est que votre instinct, là, il est quand même pas à côté de la plaque. Donc, somnolence, insomnie. Insomnie, ça va être plus dans des catégories de stimulants, là. Donc, par exemple, il a pris la médication d'un de ses amis qui a un TDAH, donc Vivance Ritalin, qui est un stimulant. Ah, il pourrait faire de l'insomnie. Là, je rentre dans les drogues un peu plus dures, là, mais tout ce qui est amphétamine ou tout ce qui est comprimé, donc ça peut avoir un effet stimulant qui créerait de l'insomnie. Sinon, au niveau du cannabis puis de l'alcool, ben, on va plus voir l'inverse, donc de la somnolence ou une tendance à s'endormir plus tôt qu'à l'habitude. Finalement, il gamera pas à soir. T'sais. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé, bouche sèche, pâteuse, reniflement. Bon, ben ça, c'est si la substance est prise de façon nasale, là, ben ça peut créer des reniflements, étant donné qu'il y a des petites lésions là, à la narine. Fringales ou perte d'appétit. Bon, les fringales, c'est très commun avec le cannabis, le fameux, comme les jeunes l'appellent, trip de bouffe. Donc, votre jeune qui, habituellement, après le souper, ben, il remange pas, il va aller se coucher. Tout d'un coup, il revient de sa petite tournée au parc avec Frankie, puis il dévalise le paquet de cookies, les chips, puis il boit du Fruitopia. Et ça se peut que ça allume des petites cloches, tu sais, puis qu'on pourrait lui adresser une question là pour mieux comprendre ce comportement-là à ce moment-là. Puis au niveau des stimulants, comme je parlais tout à l'heure, ben on va voir l'inverse, donc une perte d'appétit. Tantôt, j'ai parlé de médication TDA, TDAH, c'est aussi un effet secondaire, là, donc de pas venir mélanger les deux. Là, si votre enfant mange pas, il prend déjà une médication, c'est pas nécessairement un signe qu'il a commencé à consommer de la drogue. Là, ça peut être tout simplement l'effet secondaire de la médication. Donc ça, c'est des indices, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent expliquer ces manifestations-là. Donc, c'est toujours important de venir valider nos inquiétudes avec notre jeune. Puis, je vais en reparler un peu plus tard de comment est-ce qu'on se prépare en tant que parent à avoir ces discussions-là qui peuvent être insécurisantes, puis qui amènent souvent nos ados à se braquer. Donc, on veut que ça se passe le mieux possible. On va y revenir.
Je vous ai mis des indices aussi comportementaux. Donc, des fois, physiquement, c'est une chose, mais aussi, on va voir des changements au niveau du comportement de notre jeune. Donc, on va voir une baisse d'intérêt, soit pour l'école ou pour toute activité qu'il trouvait intéressante avant ou qu'il aimait. Donc, il va commencer à se désinvestir de ces choses-là. Le changement brusque d'idées par rapport à lui-même. Donc, ça, c'est des jeunes qui vont énormément se valoriser sous effet de la consommation. Donc, par exemple, votre garçon, Ali, écrit de la musique, puis là, lui, quand il consomme du cannabis, tout d'un coup, là, tu comprends pas, maman, là, je suis l'être le plus créatif ever, je suis nulle quand je suis à jeun. Donc là, c'est sûr que dans ce cas-ci, votre enfant vous a nommé qu'il consommait, mais ça pourrait être qu'il se met à se dévaloriser, qu'on comprend pas pourquoi. Puis quand il y a d'autres manifestations physiques, tout d'un coup, ben, le discours change de façon opposée. Donc ça peut être un indice sur le plan du comportement. On va voir souvent aussi une irritabilité s'installer là, quand les jeunes font des expériences au niveau de la consommation. Puis, on va voir aussi quand les jeunes essaient de cacher cette consommation-là, ben ils sont un peu plus sur les nerfs, hein? Ils sont en mode défensif, donc ils vont devenir irritables ou même à venir à penser que les gens sont contre eux. Bon, dans les cas les plus difficiles, on va voir un changement au niveau de l'hygiène de vie. Donc, c'est des jeunes qui vont avoir tendance à délaisser les routines d'hygiène de vie, donc un peu moins se doucher. Bon, la chambre en bordel, ça peut être aussi un aspect de l'adolescence, là, mais plus qu'à l'habitude, disons-le comme ça. Puis, on le voit aussi chez les jeunes qui ont une problématique liée aux écrans. Là. Donc, tout le temps va être investi au niveau de l'écran. Donc, peut-être que le poste électronique, lui, va être dégagé, mais ça va être la seule chose qu'ils vont investir. Donc, ça peut être aussi un signe que là, oups, on touche à quelque chose de peut-être un peu plus problématique. Des habitudes qui sont bouleversées, donc baisse de résultats scolaires. Assurément, si votre jeune sort de plus en plus de la maison et pas le soir pour faire ses devoirs, elle se présente à l'école en état de consommation, ben il retient un peu moins de matériel, puis ben ça se peut que ça ait un impact là, sur ses résultats académiques. Fréquentation de lieux où il se fait du trafic de drogue. Bon. On le sait pas tous où ça se passe. Par contre, je vous dirais qu'en règle générale, les parcs, hein, pas mal un bon spot pour se procurer de la substance. Puis l'autre volet, c'est que je sais que ça peut être inquiétant comme parent, l'entrée à l'école secondaire. Des fois, on peut avoir la perception que c'est facile de s'en procurer à l'école. Je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a des règles très serrées sur les écoles de l'île de Laval, mais je suis convaincue ailleurs aussi au Québec. Donc, on pourra en revenir. Puis, les éducatrices et le personnel scolaire connaissent ces spots-là, ces endroits-là désignés où il y a de la consommation de drogue. Donc, ça peut être des alliés là pour vous outiller en tant que parent sur si mon jeune fréquente telle place, est-ce que je dois m'en inquiéter? Modification des activités habituelles. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais votre jeune, tout d'un coup, désinvestit son équipe de hockey, pas à cause de la pandémie. Imaginons que c'était toujours en cours. Puis, c'est pourtant une activité qu'il a toujours pratiquée puis qu'il aimait. Donc, qu'est-ce qui explique ce changement soudain là d'intérêt? Retour à la maison souvent plus tardif. Donc, ils vont essayer de traîner le plus longtemps possible à l'extérieur, peut-être dans un but d'éviter le retour à la maison et une possible confrontation avec vous, une possible prise sous effet. Donc, ça peut être un signe également à observer. Demande pour dormir chez des amis plus fréquentes ou sans nécessairement des occasions spéciales. Donc, est-ce que c'est parce que notre ami a des parents un peu plus laxistes au niveau de la consommation, donc il y a des autorisations particulières là-bas? Est-ce que c'est parce qu'il tente justement de fuir les réactions possibles de la maison? Donc ça, à ce moment-là, on peut avoir une petite cloche interne qui s'allume pour aller valider, ben qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que tu veux aussi souvent aller chez ton ami? Présence d'objets inhabituels dans la chambre ou dans les affaires de l'adolescent. Donc, je vous ai dit des couteaux noircis. Donc, c'est certains jeunes qui vont consommer du hashish, qui est de la résine de cannabis, avec des couteaux. Donc, ils vont venir brûler le couteau pour faire chauffer la substance et inhaler par la suite. Donc, les couteaux vont être noircis. Si vous trouvez une vapoteuse, une pipe, un bong, une égreneuse, papier à rouler, etc., etc. Donc, des choses que vous avez jamais vues, des briquets, donc dans la chambre de votre enfant, puis que les raisons qu'ils vous donnent sont un peu farfelues. Ça peut être des bons signes là, qu'on devrait avoir une petite discussion tout le monde ensemble. Retrait plus fréquent de l'adolescent à sa chambre.
Donc, il va avoir tendance à s'isoler. Bon, peut-être la fenêtre de la chambre ouverte, des odeurs nouvelles à la maison. Donc, ça peut être des signes aussi à observer. Implication dans de la disparition d'argent ou de bijoux à la maison ou vol à l'étalage. Bon, ça, c'est une manifestation un peu plus intense. Les ados vont souvent dire que leurs amis sont bien généreux, mais évidemment qu'une consommation, ben, ça se paye. Donc, des fois, malheureusement, ils vont faire des choix peu judicieux, là, soit d'aller voler ou de prendre l'argent qu'on va leur avoir donné, par exemple, pour le dîner et la rediriger. Puis, dans leur discours, on comprend finalement qu'ils n'ont pas mangé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent-là? Donc, ça peut être des manifestations. Appétit démesuré suite à une soirée. Donc là, assurément, là-dedans, il y a d'autres choses que la consommation qui peuvent expliquer ces manifestations-là. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tous ces petits changements-là, mais ça doit allumer une petite lumière à l'intérieur de vous, puis on va aller valider ces questionnements-là auprès de notre ado, parce que comme je dis, ça peut être autre chose aussi que la consommation. Là. C'est pas des liens de cause à effet. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais revenir sur le protocole scolaire, dans le sens où, à l'école, il y a des règles qui sont très strictes, qui sont très bien claires et établies et qui apparaissent souvent à l'agenda, au code de vie de votre adolescent. Dans le fond, c'est une politique de tolérance zéro. Il est interdit d'être en état de consommation, de vendre de la consommation, de posséder de la consommation ou de l'alcool sur les lieux de l'école. C'est un lieu d'éducation et non la SQDC pour les mineurs. Donc, ils ont des protocoles très rigides d'intervention. Donc, si votre enfant est pris à faire un de ces gestes-là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va être suspendu. Donc, on va vous appeler pour venir chercher votre ado, puis un travail de réflexion va lui être remis. Et vous allez être sollicité de nouveau pour un retour avec la direction adjointe ou selon l'école, si c'est la direction principale. Puis, ben, lors de cette rencontre-là, on va offrir de l'aide à votre ado. Donc, selon son état, selon ce qu'il nous verbalise, bien, on va aller voir c'est quoi la gradation de service dont il aurait besoin. Puis, vous allez avoir votre mot à dire comme parent aussi, là, si vous avez besoin, vous aussi, de coaching, d'accompagnement, etc. Donc, c'est ça. Puis, au-delà de si votre enfant est pris, c'est sûr qu'il y a des activités de dépistage. Donc, tout à l'heure, ma collègue en a parlé, mais ces équipes cliniques-là sont très actives puis connaissent bien leurs jeunes. Elles sont composées d'éducateurs spécialisés, de psychoéducatrices, psychologues, etc. Donc, ils vont venir essayer de monitorer, c'est le mot français, est-ce que votre jeune est plus absent qu'à l'habitude? Est-ce qu'il se tient avec des peurs reconnues comme étant consommateur? Est-ce qu'il va être endormi ou présenter des signes de consommation alors qu'il est en classe? Donc, c'est toutes des choses qu'on va venir consigner, puis on n'hésitera pas à faire une intervention là, dès ces premières apparitions-là de signes. On n'attendra pas nécessairement de le prendre en état de conso là, pour proposer de l'aide à votre enfant. Ça, c'est le sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on fait si mon ado a consommé? C'est une question qui donne beaucoup de boutons. Donc, comment je le fais? Ceci est une recette facile en position d'experte et je peux comprendre que ça suscite toutes sortes d'émotions en tant que parent. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est quand vous prenez conscience, on va accueillir l'émotion que ça nous fait vivre. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre conjointe, le papa, la maman, votre sœur, votre tante, peu importe, quelqu'un qui vous fait du bien pour venir verbaliser ce que vous vivez. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est que votre enfant reçoive le trop-plein d'émotions et que la conversation mène nulle part. Là. Donc, essayez de justement venir vider ce trop-plein d'énergie-là pour que quand vous vous adressiez à votre enfant, bien, vous soyez le plus disposé possible à le faire. Je sais que c'est facile à dire comme ça avec mon petit micro en ce jeudi soir. C'est tout un art d'y arriver, mais c'est assurément que la conversation et puis la discussion que vous aurez avec lui va être plus bénéfique que si elle est teintée et très émotive. Choisir un moment propice. Donc, si vous sentez que votre enfant, vous le connaissez, là, hein, ça fait plusieurs années que vous le tricotez. Donc, si vous le voyez qu'il n'est pas disponible à ce moment-là, bien, peut-être que vous êtes mieux de le retarder dans la soirée, voire même au lendemain, versus débuter la discussion à tout prix, puis que finalement, ça mène à un conflit ou tout simplement pas au but que vous souhaitiez atteindre là, par le biais de cette discussion-là. Aborder le sujet directement. J'ai des mamans qui sont très bonnes dans l'introduction longue et historique de la consommation au Canada pour finalement arriver à demander à son jeune « T'as-tu fumé du pot? » Donc, c'est de ne pas hésiter à mettre des mots sur nos questionnements et à poser directement la question et ensuite laisser l'espace à notre jeune
de nous expliquer sa version des faits, ses perceptions, etc. Donc, l'autre partie, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il va nous dire, même si des fois, ça nous fait réagir. Ce que je dis souvent aux parents que j'accompagne dans ces premières discussions-là, c'est il n'y a pas d'urgence. Puis des fois, ma perception, c'est que des fois, en tant que parent, on se met beaucoup de pression à être super performant puis à tout de suite régler ça en une seule shot. Malheureusement, ces discussions-là peuvent s'échelonner. Et moi, je vous conseille de les garder vivantes à travers le temps, t'sais. Donc, si c'est trop émotif puis que ça fonctionne pas, on le dit, écoute, je pense que c'est pas un bon moment, on va reprendre cette discussion-là, mais c'est important pour moi qu'on y revienne parce que je suis ton parent puis je m'inquiète pour ta santé. Puis je te jure, on va y revenir, ce n'est pas terminé, tu sais. Mais de pas hésiter, de faire preuve d'humilité puis de dire que là, en ce moment, ça semble aller nulle part puis on va mettre fin. Tout à l'heure, ma collègue en a parlé, c'est pas toutes les familles que le face-à-face, la discussion comme ça fonctionne. Donc, de pas hésiter à utiliser peut-être un outil. Il y a énormément de contenu sur le cannabis qui est disponible en ligne depuis la légalisation, mais même avant cette légalisation-là. Donc, ça peut être un documentaire sur le sujet, ça peut être une vidéo, une publication, puis après ça, lui demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça peut ouvrir le sujet avant même que votre enfant ait eu une expérience, de juste venir solliciter sa pensée critique, puis c'est quoi ses perceptions, puis les valeurs de son entourage. Ma favorite, recadrer les valeurs familiales. Donc, votre enfant, comme je disais, ça fait plusieurs années que vous le tricotez. Il y a des valeurs familiales que vous tentez de lui inculquer et qu'il a reçues. Donc, de venir reparler des valeurs. C'est quoi votre position en tant que famille sur la consommation de drogue, d'alcool et vapotage, etc. Donc, c'est quoi la position des gens qui l'entourent? Puis, ça, il n'y aura pas de contrôle, il n'arrivera pas à vous faire changer ces valeurs-là. Donc, c'est de voir, toi, c'est quoi que tu en penses de ces valeurs familiales-là? C'est quoi ton opinion là-dessus? Donc, de vraiment venir réaffirmer ça, ça doit faire partie d'une bonne conversation, je pense, Charlotte 2021, lors de ces conversations-là sur le retour de consommation. Tout à l'heure, j'en ai parlé pour suivre la discussion dans le temps. Donc, moi, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Bon, peut-être pas dès ce soir, donnons-nous une petite pause pour consulter ma documentation. Mais je vous invite, à vraiment en parler peut-être une fois de temps en temps, pour que justement, si vous alliez avoir cette discussion-là, votre ado connaît déjà votre position, il est déjà un peu au courant de comment ça pourrait se passer. S'intéresser à ses nouveaux intérêts et activités afin de suivre les changements qui s'opèrent chez lui. On parlait de changement de comportement, changement d'activité. Assurément que votre enfant n'est pas qu'un consommateur. Donc, de venir, oui, s'intéresser à cette partie-là. Donc, pourquoi il consomme, ça répond à quel besoin, avec qui il le fait, de quelle façon, etc. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es sous état de consommation? Qu'est-ce que tu fais d'autre parce que tu ne consommes pas 24 heures sur 24, rassure-moi. Donc, de venir s'intéresser à lui, ça peut justement amener la conversation à être un peu moins lourde. Donc, ça peut nous aider à la faire poursuivre dans le temps. Demander du soutien. Tantôt, on a même eu une question d'un parent à ce propos-là. Moi, ce que je vous ai mis comme information, c'est au niveau des intervenants scolaires. Donc, c'est une équipe qui est précieuse, qui vont apprendre à connaître vos jeunes, ils sont impliqués le jour avec eux. Donc, de ne pas hésiter à les solliciter, que ce soit au niveau de la direction, de la TES, technicienne en éducation spécialisée attitrée au groupe. Le CIS de Laval, c'est l'organisme pour lequel je connais, mais pas que je connais, que je travaille, mais anciennement, on nous appelle le CLSC. Donc, de ne pas hésiter à solliciter votre CLSC. Nous, c'est ça notre job, d'accompagner les familles au niveau des changements, au niveau de l'autorité, du coaching, mais aussi au niveau de la dépendance. Donc, comment ça se fait? Soit vous passez par l'école pour qu'ils nous fassent une référence, ou vous pouvez appeler directement au 811 option 2. J'ai mis une de mes ressources favorites, c'est la ligne parent. Une ligne d'intervention 24 heures sur 24 sur laquelle vous pouvez appeler pour vous faire, pour ventiler, pour pouvoir parler de ce que vous vivez, par la suite de vous faire objectiver puis de convenir ensemble d'un plan, d'une stratégie d'intervention. Donc, pour vrai, on les utilise à outrance. Centre réadaptation en dépendance. Je vous ai mis le numéro de Laval. Par contre, c'est sûr que moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être d'y aller en gradation. Donc, de commencer par l'école, par la suite le CLSC, ensuite le centre de réadaptation en dépendance. Mais le numéro est là si vous avez des questions. Tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y avait des documents sur lesquels on pouvait s'appuyer comme parents. Je vous ai mis mes 2 favoris. Donc, parler cannabis, savoir discuter avec son ado. Nos ados sont bons pour nous poser des cols, puis des fois, sous le feu de l'action, on ne sait pas quoi répondre. Ce guide-là a prévu tout. Honnêtement,
très bien construit sur sur les erreurs de perception que vos enfants ont concernant le cannabis, sur les plus grands pièges. Donc, c'est un guide d'une 18 de pages à peu près. Vous allez le trouver sur Google si vous écrivez parler cannabis. Je peux pas vous le donner vu qu'on n'est pas en présence en version papier, mais ça se trouve super facilement. Sinon, notre gouvernement a aussi produit un document qui s'appelle La drogue si on en parlait. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous donne suffisamment d'informations théoriques sur la substance pour vous sentir en état d'en parler, surtout si vous-même, vous n'avez pas eu d'expérience de consommation. Puis l'autre volet, c'est que ça vient parler des meilleures pratiques là, en tant que parents sur comment adresser la question avec ses enfants, les pièges dans lesquels nos enfants peuvent nous amener, puis comment les éviter. Donc, je vous invite grandement à les consulter. Puis je sais que c'est un petit peu moins d'actualité, mais je vous ai mis une diapositive sur la légalisation parce que c'était un sujet qui inquiétait certains parents là dans les années antérieures. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour nos jeunes, pas grand-chose parce que techniquement, ils n'ont toujours pas l'âge de consommer du cannabis. J'aimerais rappeler l'esprit là, de la légalisation. C'était tout de même de s'assurer de la qualité du produit que les gens allaient consommer et donc de réduire les impacts sur leur santé. Là. Donc, en ayant une SQDC, maintenant, on s'assure que les produits sont contrôlés versus le marché noir. Nos jeunes n'ont toujours pas accès là, à la SQDC. Donc, techniquement, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas un incitatif à consommer le fait que ça soit légal. C'est ce que les études scientifiques nous apprennent. Par contre, ça peut quand même amener une certaine banalisation. Donc, c'est là où est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut venir solliciter l'esprit critique de nos enfants quant à est-ce que c'est banal de consommer ou non, parce que on peut tout simplement leur rappeler que la cigarette est légale et pourtant, ça fait des ravages au niveau du cancer du poumon, que l'alcool, elle aussi, est légal et pourtant, c'est une des seules 2 drogues dont on peut mourir du sevrage. Donc, tu sais, des petits faits comme ça peuvent amener justement à se questionner puis à remettre les choses en perspective, là.